Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 10h30, c'est l'heure de retrouver Parlons vrai chez Bourdin jusqu'à 12h30. C'est un plaisir de vous savoir là. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. Je répète ce numéro parce que vous êtes de plus en plus nombreux à appeler. Nous avons de nouveaux auditeurs qui appellent. 0826 300 300. Alors pour écouter l'émission, ce n'est pas compliqué. À la radio 99.9 à Paris en Ile-de-France par exemple. Vous connaissez votre fréquence. Vous pouvez écouter sur l'application Sud Radio, sur tous les ordinateurs, évidemment, sans aucun problème, sur le site sudradio.fr, sur Facebook Live, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, puis en podcast. Aussi, vous pouvez réécouter l'émission sur le site sudradio.fr et sur l'application Sud Radio, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous avez 1000 solutions pour écouter. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à écouter sur l'application, à écouter sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Il est 10h31. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le gouvernement envisage d'abaisser d'1 an l'âge légal pour passer son permis de conduire. Au volant à 17 ans au lieu de 18 ans. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Nous allons développer. Proposition de loi adoptée par le Sénat permettant l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Explication. Quels risques pour nos libertés? Quelles utilisations pour la justice? Nous en parlerons tout à l'heure à partir de 10h45. 11h, 12h, débat sur l'écriture inclusive. 2 professeurs de l'Université Lyon 2 ont proposé à leurs élèves de rédiger leur examen en français standard ou inclusif. Alors, question à propos du débat. Jusqu'où peut-on transformer la langue française? L'écriture inclusive est-elle une manipulation politique de la langue? La langue française est-elle machiste? Nous allons en parler tout à l'heure entre 11h et midi. 11h midi, donc l'écriture inclusive, et à partir de midi, je recevrai Daniel Riolo qui co-signe un livre intitulé KO Football Club chez Hugo Sport. Je lui parlerai évidemment de Kylian Mbappé, de la situation de Karim Benzema, du foot français. Où en est le foot français? Daniel Riolo, qui sera notre invité tout à l'heure. Vous avez des questions à lui poser? 0826 300 300. Dans quel monde on vit? Tous les jours, nous retrouvons Félix Mathieu. Félix, un projet, écoutez bien cela parce que c'est assez invraisemblable. Un projet de plage flottante a été engagé. Il est pour l'instant abandonné sur la Côte d'Azur. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est cette plage flottante qui n'ouvrira finalement pas cet été. Ces promoteurs sont désespérés. Racontez-nous, Félix, ce qu'est cette plage flottante. La seule île à ne pas figurer sur une carte, vantaient les créateurs de Canua Island. Le slogan était prêt, tout comme la plateforme elle-même. 1750 mètres carrés censés accueillir un bar, un restaurant, une piscine d'eau douce, des transats et même une suite pour passer la nuit. Vous imaginez 1750 mètres carrés qui flotte. Qui flotte. Oui. C'était finalement un bateau, sauf que ça ressemblait plutôt à une île, une grosse île flottante. Elle n'attendait plus que les derniers feux verts. Elle devait mouiller à 600 mètres carrés, à 600 mètres au large des côtes, au large de Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Vous imaginez 1750 mètres carrés, cette île flottante à 600 mètres au large. Oui, voilà, avec des navettes qui auraient assuré les allées et venues des 350 vacanciers à bord. Le tout avec la bénédiction de la mairie. C'était prêt, ça attendait plus que les feux verts. Sauf que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, parmi d'autres, avait dénoncé une aberration écologique, interpellé par un sénateur des Alpes-Maritimes, un sénateur défenseur du projet. Même le gouvernement était sur la même ligne que la région, opposée à ce projet. Le gouvernement qui explique le développement d'îles artificielles n'est pas compatible avec la nécessité de renforcer la protection de l'environnement marin. C'est ce que répond le secrétaire d'État à la mer. La législation réserve désormais strictement ce type d'installation flottante en mer à des structures de développement des énergies renouvelables ou à des missions de service public. Alors de leur côté, les promoteurs de Canua Island dénoncent une écologie de façade. Ils se disent victimes d'une vendetta politique. Ils jettent l'éponge, faute d'obtenir les permis nécessaires, malgré, disent-ils, un dossier 100% conforme. Cette obstruction, disent-ils, cette aberration
déclaration politique. Ce déni de droit nous oblige à mettre fin au contrat de nos 100 salariés. Nous les avons informés tout à l'heure. Selon eux, leur navire aurait été le plus propre de la Méditerranée avec des biocarburants à base d'huile de friture usagée, récupération des eaux usées. Leur amertume est d'autant plus grande qu'ils assurent aussi avoir misé tout de même 16 millions d'euros sur le projet depuis 7 ans. Ça a coûté 16 millions d'euros, ce projet. Abandonné. Eh oui. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Nous allons passer à toute autre chose. Il est 10h35 et j'attends là encore vos réactions. Le gouvernement envisage d'abaisser à 17 ans l'âge minimum pour passer son permis de conduire. C'est une information que donne France Info, que nous avons vérifiée, qui est confirmée. Donc 17 ans au lieu de 18 ans. Elisabeth Borne pourrait annoncer cette mesure dans 8 jours lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Donc le permis de conduire à 17 ans au lieu de 18 ans. Nous sommes en direct avec Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président éducation et sécurité routière de Mobiliance, vice-président du CNPA, qui est le premier syndicat des exploitants d'auto-école. Lorenzo Lefebvre, bonjour. Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs, bonjour Jean-Jacques. Alors, Lorenzo, un permis à 17 ans au lieu de 18 ans, et c'est une bonne idée selon vous? Mais écoutez, nous, on a suivi cette proposition, mais sur un point, puisque je vais vous dire que ça existe déjà, Jean-Jacques, puisque les gens qui ont passé le système, l'apprentissage en conduite accompagnée, ce qu'on appelle l'apprentissage anticipé de la conduite, ont le droit aujourd'hui de passer l'examen à 17 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, ils ont le droit de passer l'examen à 17 ans. Donc, si vous voulez, nous, la proposition qu'on a faite à Mobiliance Éducation et Sécurité Routière, c'est que ces gens-là puissent conduire à 17 ans, puisqu'ils passent l'examen à 17 ans. Aujourd'hui, ce qui est un peu ubuesque, c'est qu'ils passent l'examen à 17 ans, mais ils ne peuvent conduire seuls qu'à 18 ans. Voilà, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on ne peut pas conduire seul si l'on a moins de 18 ans. C'est ça. Et donc pour cette population, c'est une formation qui est très intéressante puisque on a de très bons résultats en sécurité routière pour ces jeunes qui sont passés par l'AAC. Et en plus, on est à 75% de réussite à l'examen du permis B. On est à plus de 20 points de réussite par rapport au cursus normal. Donc si ces jeunes-là, finalement, ont l'autorisation de passer à 17 ans, ça va permettre de récupérer des places d'examen pour les autres et en plus d'améliorer la sécurité routière. Alors si c'est réservé à ces jeunes-là, c'est OK. Si par contre c'est pour l'ensemble de la population, on va se retrouver avec un gros problème de place d'examen au permis de conduire puisqu'on va avoir la génération cette année des 17 et des 18 ans qui vont venir en même temps passer le permis de conduire. Voilà. Donc pour vous c'est bien, mais pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée. Exactement. Pas pour les autres. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, exactement. Bien. Voilà une prise de position. Je vais demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. 0826 300 300. Dites-nous, j'ai vu que les Républicains demandaient même 16 ans. Vous avez vu ça, Lorenzo Lefebvre? Mais écoutez, le problème, c'est que si c'est 16 ans, que devient la conduite accompagnée? Est-ce qu'on commence à 14 ans, à 13 ans? Ça va être un peu compliqué. Et comme je vous disais, aujourd'hui, ce qui fonctionne en sécurité routière, c'est la conduite accompagnée. Donc, il ne faudrait pas que ça soit supprimé. Il ne faudrait pas qu'en tout cas, les jeunes ne favorisent plus cet apprentissage parce qu'il y a la possibilité de conduire seul avant. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, passer son permis prend toujours autant de temps? Je veux dire, le temps de l'apprentissage, le temps de l'inscription, est-ce qu'aujourd'hui les délais ont été raccourcis ou pas? Alors surtout le temps, c'est le temps de passage à l'examen. Les écoles de conduite, elles peuvent faire la formation de manière assez rapide. Il n'y a pas de problème. Les inscriptions peuvent être faites aussi de manière assez rapide. Les deux points de blocage, et c'est pas dans tous les départements, c'est l'instruction du dossier pour aller passer l'examen et le délai de passage des examens quand on est sur des départements où il y a un manque d'inspecteurs des permis de conduire. Bien sûr. Alors, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, hier d'ailleurs, sur la mise en place d'une plateforme numérique appelée Un jeune, un permis, qui recense l'intégralité des aides de l'État, comme des collectivités, pour passer le permis de conduire. Évidemment, c'est un coup de pouce face au prix qui explose, parce que le candidat n'aura que son code postal à indiquer pour connaître les financements accessibles dans son territoire, parce qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui. C'est ça, il y a beaucoup d'aides par beaucoup d'organismes divers et parfois les candidats sont un peu perdus. Heureusement que dans les écoles de conduite de proximité, on a des personnes au bureau qui sont capables de les aider. Donc si cette plateforme va en plus aider les candidats, en plus du personnel administratif qui s'occupe de traiter les dossiers et des aides dans les écoles de conduite, on va être encore plus performant sur les possibilités d'aide et surtout pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de financer leur permis de conduire. Alors dans cette proposition
proposition de loi, et sur la question des délais, afin de proposer davantage de créneaux d'examen, il y a l'autorisation pour des agents publics ou contractuels de faire passer l'épreuve pratique du permis. Et ce sera étendu au niveau national, parce que je crois savoir qu'il y a quelques expériences déjà qui sont conduites, expérimentation. Ça veut dire, c'est qui, agent public ou contractuel, qui pourrait faire passer l'épreuve pratique? Aujourd'hui, les contractuels, Jean-Jacques, ce sont les gens de la Poste. Oui. À qui on propose de devenir aussi examinateur au permis de conduire. Donc, ils sont sélectionnés, qui font une formation, une vraie formation pour être examinateur au permis de conduire, et qui entrent dans les inspecteurs du permis de conduire du département. Ce que va changer cette proposition de loi, c'est qu'en gros, on va avoir un contingent disponible de personnes qui seront capables de faire des examens lorsque le département va se retrouver en tension. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée, puisque ces agents publics ne feront certainement pas que du permis de conduire, mais ils feront également d'autres choses, mais ils seront disponibles si toutefois dans des départements... est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce que ces agents publics ou contractuels ont les compétences? Ils seront obligés de faire la même formation que les inspecteurs pour faire des examens en permis B. Ils font la même formation. C'est pas des gens qu'on prend comme ça au hasard. Ils sont sélectionnés, ils font la même formation. Ils sont sélectionnés, ils suivent la même formation et ils pourront donc bien juger de la conduite d'un candidat au permis. C'est cela. C'est cela. Exactement. Bon. Et vous trouvez que c'est une bonne idée? Ça vous permet, remarquez, c'est bien, parce que ça permet de réduire les délais. Exactement. Puisque les délais ne sont pas des délais liés à la formation, mais plutôt au passage de l'examen. Donc, si on réduit les délais de passage de l'examen, c'est ce qui réduira aussi le coût pour les jeunes. Voilà, parce que... Est-ce que ça va réduire les inégalités? Je parle d'inégalités territoriales. C'est-à-dire que dans certaines régions, il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres. C'est ça. Écoutez, si c'est fait comme prévu, il devrait y avoir une sélection des endroits en tension et on devrait commencer par faire ce projet dans les endroits où c'est compliqué. C'est ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a des départements, des régions en France où il est plus facile d'obtenir son permis que dans d'autres? Alors, plus facile, ça dépend ce qu'on appelle facile. Si vous les délais, c'est moins long, ils sont moins longs, oui. Non, j'oublie les délais, mais dans l'examen même. Non, il n'y a pas de différence. C'est plus simple. Non, il n'y a pas de différence. Les prix, aujourd'hui, combien ça coûte un permis aujourd'hui? Aujourd'hui, la moyenne, ce qui a été la moyenne, on est aux alentours des 1 800 € pour une trentaine d'heures de conduite. Ce qui fait, si je ramène ça simplement à la conduite, sans compter qu'il y a le traitement du dossier, toute la partie théorique, etc., on est à peu près entre 50 et 60 € de l'heure. TTC, ce qui fait partie des professions finalement ou des coûts de formation les moins chers en France. Voilà. Bon, après c'est comme ça. On ne peut pas dire en France que le permis est cher puisque c'est un des moins chers d'Europe et les taux horaires des écoles de conduite sont relativement bas par rapport à l'ensemble des autres professions. Merci Lorenzo Lefebvre. Merci beaucoup. Pour toutes ces précisions. Il est 10h43, ça vous fait réagir. Un permis de conduire à 17 ans, qu'en pensez-vous? On n'a pas parlé de sécurité routière avec Lorenzo Lefebvre, parce que c'est pas son domaine de compétence. C'est pas son domaine de compétence, si, mais vous pourriez intervenir sur la sécurité routière. Que pensez-vous de donner le permis à 17 ans? Passer le permis à 17 ans, bonne idée ou mauvaise idée? Allez-y, 0826 300 300. Nous allons parler de toute autre chose dans un instant. Nous allons parler de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat permettant l'expérimentation, je dis bien l'expérimentation, de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Marc-Philippe Daubresse, qui a conduit cette proposition de loi, sera avec nous. Le sénateur Daubresse sera avec nous dans 2 minutes pour explication. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Parlons Vrai chez Bourdin. Vous réagissez. Nous parlerons tout à l'heure entre 11h et midi de l'écriture inclusive. Et puis ne manquez pas notre rendez-vous à 12h05 avec Daniel Riolo, que vous connaissez, journaliste célèbre de football, entre autres, parce qu'il peut s'exprimer sur tout, Daniel. Mais bon, là, nous allons parler football. Il co-signe
Macao Football Club, ce sera très intéressant. Je lui parlerai de Kylian Mbappé, évidemment. Il a beaucoup d'informations, hein, Daniel. Il va nous dire où on en est dans le bras de fer entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Il va nous parler de Karim Benzema, de son départ en Arabie Saoudite. Et il va on va revenir sur quelques faits d'armes, si je puis dire, du football français ces derniers temps. Bien, mais en attendant, la reconnaissance faciale. Parlons de la reconnaissance faciale avec Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord. Marc-Philippe Daubresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Sénat a adopté une proposition de loi que vous avez portée, destinée à expérimenter sur une durée de 3 ans le recours à la reconnaissance faciale dans l'espace public. Alors je rappelle que la reconnaissance faciale est une technique qui permet à partir des traits de visage d'authentifier une personne ou d'identifier une personne. C'est bien cela, hein ? C'est bien ça. Alors, identifier, ça veut dire que quand vous êtes, par exemple, dans un aéroport, on vous demande de présenter votre passeport pour vérifier que vous êtes bien la même personne que celle qui est sur le passeport. Ça s'appelle une identification. Oui. On part de visage. Mais par contre, authentifier, ça veut dire que dans une foule, par exemple, à l'entrée d'un stade où il y a 40 000 personnes qui se pressent, s'il y a 2 présumés terroristes dedans, vous pouvez les identifier au milieu de 40 000 personnes. Voilà, au milieu de 40 000 personnes. Cette technologie sera expérimentée où et quand en France ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a fait une mission là-dessus avec mon collègue centriste Arnaud Bellnet et mon collègue socialiste Jérôme Durin. On a co-signé tous les 3 un rapport qui a été adopté à l'unanimité pour dire que, d'une manière générale, il fallait ne pas tomber dans une société de surveillance à la chinoise et donc exclure par principe ce genre de technique, parce que sinon on peut vous surveiller partout, n'importe où, n'importe quand, comme dans les films qu'on voit à la télévision. Mais par contre, on est soumis à un risque terroriste énorme, et donc par exception, cas d'usage par cas d'usage, avec des garanties, avec des autorités de contrôle indépendantes, on peut expérimenter, et puis au bout de cette expérimentation, c'est comme dans Mission Impossible, où on décide de pérenniser, où on décide de modifier, où on décide de supprimer carrément, d'autodétruire l'expérience. Je comprends. Donc tout est possible aujourd'hui. Nous l'avons voté largement, puisqu'elle a été votée à la majorité des 2 tiers au Sénat. Il faut encore qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ce qui est une autre affaire, comme vous le constatez tous les jours sur vos écrans. Ce qui est une autre affaire. Bien, Marc-Philippe Daubresse, vous parliez de la Chine, mais en Russie, c'est pareil. Hein. Oui, je sais, je parle couramment russe. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Oui. J'ai même assisté à un entretien Sarkozy-Poutine, donc je connais bien la société de surveillance à la Russe. Oui. Ah, bien, Marc-Philippe Daubresse, pas de reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques de 2024 ? Alors écoutez, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports, quand on a eu ce sujet abordé, nous ont dit non, on l'exclut par principe. Moi, je vous dis autre chose. Je suis allé voir avec ma mission plusieurs cas. Je suis allé à Nice où il y a des caméras un peu partout pour voir ce que ça donnait, l'expérience. Et je suis surtout allé à Londres pour voir comment ils avaient organisé les Jeux Olympiques. Et ils m'ont dit, vous les Français, vous êtes des cartésiens, c'est toujours très carré. Mais nous, on est des expérimentateurs. Donc on expérimente et puis on voit si ça se passe bien. Et en fait, il n'y a pas eu d'incident aux Jeux Olympiques. Or, le procureur antiterroriste de France nous dit qu'il y a 240 personnes qui sont en train ou qui vont sortir de prison avant les Jeux Olympiques, et que dans ces 240, il estime le risque de récidive à 25% au moins. C'est-à-dire 60 personnes qui ont été condamnées pour terrorisme ou apologie du terrorisme, qui ont fait leur peine, comme on dit, mais quelque part qui pourraient récidiver. Ça me semble quand même assez inconscient, sachant que vous allez avoir 6 ou 7 cérémonies décentralisées d'ouverture, qu'on ne puisse pas utiliser par exception pour une période limitée avec des contrôles d'autorités indépendantes, une technique qui nous permettrait d'éviter des attentats terroristes. Voilà ce que j'ai essayé d'exprimer dans la loi. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, que dit le ministre de l'Intérieur, Marc-Philippe Daubresse ? Le ministre de l'Intérieur, il nous a demandé à ce qu'on puisse utiliser des algorithmes pour détecter les mouvements de foule à partir des caméras existantes. Nous disons qu'on pourrait aller plus loin avec des caméras distinctes pour justement authentifier
que des personnes qui se trouvent dans un fichier très limitatif de personnes à risque de commettre des attentats, et donc pour un objectif très précis, le risque de terrorisme, ou à la demande des services de renseignement, nous disons qu'on pourrait aller plus loin pour éviter ces attentats. Parce que vous imaginez bien que si malheureusement il y a des attentats, vous allez faire les CNews, les BFM et autres télévisions, vous allez en avoir pendant plusieurs jours pour dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas au Parlement, au gouvernement? Et donc, moi, je ne prends pas ce risque. Oui. Parce que j'ai été maire, voyez-vous, pendant presque 30 ans, et j'ai dû annoncer à une famille de ma commune que je connais bien que leur fils de 27 ans avait été assassiné au Bataclan. C'est un de mes souvenirs les plus douloureux. Oui. Et je me suis dit plus jamais ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut des garanties extrêmes, ceinture et bretelles, pour éviter tout risque de dérapage, bien sûr. Oui, le risque de dérapage, c'est l'atteinte à la liberté individuelle. Bien évidemment. Évidemment, parce que... Bon, alors, oui, parce que, et ça, j'en viens à ma question suivante, les usages judiciaires. Oui. Quels seraient les usages judiciaires ? Alors, les usages judiciaires, c'est que quand un juge d'instruction, pour les besoins de son instruction, ou un juge pour une enquête, oui, a identifié qu'il y avait un risque d'atteinte à la nation, d'atteinte à la République, oui, et qu'il a besoin de vérifier quelque chose, il peut utiliser des outils a posteriori. Et là, la question dont nous parlons, c'est en temps réel. Et si on utilise les choses en temps réel, c'est-à-dire, évidemment, on doit exclure plein de choses. Par exemple, il est évidemment totalement impossible d'accepter de l'authentification en temps réel pendant des manifestations. On porte atteinte au droit de grève. Bon. Oui. Et d'autre part, il faut que ce soit autorisé par une autorité voilà. unique. J'allais vous poser la question. Qui autorisera l'utilisation de la reconnaissance faciale? Alors, dans un premier temps, et c'est ce qui était envisagé d'ailleurs dans des réflexions au ministère de l'Intérieur, on parlait des préfets. Nous, on a vraiment été très très loin. On a dit que comme c'était un risque exceptionnel, il fallait, comme pour les écoutes téléphoniques, l'autorisation du Premier ministre, avec un avis de la CNIL, la Commission d'informatique et liberté, et avec un avis du Conseil d'État, et que c'était donc est passé par la Commission spéciale du renseignement. Donc c'est une procédure exceptionnelle, très très encadré, et avec une évaluation par une autorité indépendante. Enfin, en fait, vous pensez que la reconnaissance faciale doit servir avant tout à la lutte contre le terrorisme? Oui, très clairement. Très clairement. Très clairement, et que évidemment, il n'est pas question d'aller s'immiscer dans la vie privée des gens, et il n'est pas question parce que vous trouveriez par hypothèse à l'entrée d'un stade telle et telle personne ensemble qu'on puisse ressortir une image de ce type à un moment donné. Ça veut dire qu'on doit autodétruire tout ce qui n'est pas le risque que l'on cherche à éviter, c'est-à-dire le risque d'un attentat terroriste. Voilà. Bien. Merci Marc-Philippe Daubresse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Il est 10h56. Savoir et comprendre. Le matin, évidemment, sur Sud Radio, dans Parlons Vrai chez Bourdin, vous réagissez, ça vous fait réagir. Hein, la reconnaissance faciale, est-ce qu'il faut l'étendre, l'utiliser plus? Vous avez entendu Marc-Philippe Daubresse. Est-ce que vous avez peur pour la liberté individuelle? On en parle. 0826 300 300. Les uns et les autres s'expriment librement. Tous les points de vue peuvent s'exprimer ici sur l'antenne de Sud Radio, vous le savez. Dans un instant, je vais parler de l'écriture inclusive. Pourquoi l'écriture inclusive ce matin? Eh bien, tout simplement parce que, figurez-vous que deux professeurs de l'université Lyon 2 ont proposé à leurs élèves de rédiger leur examen en français standard ou inclusif. Je dis bien ou inclusif, avec la forme d'inclusivité maîtrisée. Alors, écriture inclusive qui fait polémique, évidemment, et je pose plusieurs questions à propos de l'écriture inclusive. Jusqu'où peut-on transformer la langue française? Est-ce que l'écriture inclusive est une manipulation politique de la langue? La langue française est-elle machiste? Nous parlerons de tout cela juste après les infos, 10h57. Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons parler de l'écriture inclusive.
Mais oui, parce que ça fait débat. Ça fait débat, évidemment, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait débat d'autant plus en ce moment que 2 professeurs de l'université Lyon 2 ont proposé à leurs élèves de rédiger leur examen en français standard ou inclusif, avec la forme d'inclusivité maîtrisée. Il faudra qu'on explique ce qu'est l'inclusivité maîtrisée. Bien, l'écriture inclusive qui provoque évidemment des réactions. Est-ce une manipulation politique de la langue? Est-ce une représentation par le langage de la diversité sociale et de la diversité des minorités? Est-ce une confusion entre genre grammatical et genre biologique? Nous irons peut-être plus loin aussi. Faut-il renoncer à la primauté du masculin sur le féminin? Ça aussi, c'est une question posée dans le débat autour de l'écriture inclusive. Pour parler de l'écriture inclusive, nous avons plusieurs invités. Élodie Mielczarek, qui est sémiologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Notre ami Alain Bentolila, qui est là régulièrement, qui est linguiste français, célèbre linguiste, auteur de Pour une école de la résistance aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Alain Bentolila, merci d'être là. Vous tous, vous pouvez intervenir, 0826 300 300. Vous le savez, mais je vais commencer avec un invité au téléphone, Ralph Muller, qui est doctorant en littérature française à l'Université de Genève. Ralph Muller, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Bien, Ralph Muller, est-ce une confusion, l'écriture inclusive, entre le genre grammatical et le genre biologique? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le cas, mais je pense qu'en amont de cette confusion, il y a ici une confusion plus grande encore entre la langue et le discours. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, les tenants de l'écriture inclusive, en voulant réformer l'écriture, ils s'entraînent à la langue dans son fonctionnement structurel. Et donc la langue comprise de cette façon-là, c'est en fait rien d'autre qu'un système combinatoire de signes, un ensemble de conventions qui permettent l'expression. Le discours ou la parole, c'est l'usage qu'on fait tous de ce système. Ce système qui donc, en tant que virtualité, ne dit rien. Oui. Ni bon, ni mauvais, ni masculiniste, ni féministe, etc. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez tenir un discours misogyne en pratiquant l'écriture inclusive, comme vous pouvez tenir un discours féministe en écrivant de façon normale, quoi. Oui. On peut pratiquer la langue que l'on connaît aujourd'hui et être féministe. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous lisez Le Deuxième Sexe, qui n'est pas le moindre des textes féministes, il est écrit dans un français normal. Je ne sais même plus comment l'appeler, le français, quoi. Oui, nous développerons, mais peut-être que l'écriture inclusive est défendue par les non-binaires, ceux que l'on appelle les non-binaires, qui finalement ne se reconnaissent ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin. Oui, alors ça, c'est vraiment l'écriture inclusive poussée dans ses derniers retranchements par l'intégration du X. Oui. Qui vient se faire un chemin là dans la série de points maintenant qui termine les termes. Mais je dirais que le problème de l'écriture inclusive, il est assez indépendant de la question des non-binaires. Alors nous allons voir si c'est une manipulation politique. Peut-être. Nous allons voir si la langue française est machiste. Est-elle machiste, Alain Bentolila, la langue française? Non, une langue n'est pas machiste ou féministe. Une langue, comme le dit notre invité, Ralph Muller, il a raison. Toute cette affaire repose sur une confusion absolue, une ignorance crasse de ce qu'est véritablement le fonctionnement d'une langue. Il y a le genre grammatical qui permet aux adjectifs de s'accorder avec le nom, aux verbes de s'accorder, au participe passé du verbe de s'accorder avec le nom masculin, féminin ou pluriel. Oui. Genre et nombre, en gros. Ça, c'est le genre grammatical. Bon. Oui. Et puis, il y a le monde. Le monde, c'est effectivement des hommes et des femmes.
des enfants, des petits garçons, des petites filles, etc. Et puis ceux qui sont ni l'un ni l'autre et qui se veulent différents. Peu m'importe. Peu importe qu'ils soient différents ou pas. Mais oui, la langue ne porte aucun jugement et ne reflète aucune inégalité voulue, volontaire sur ceux qui l'utilisent. Mais si vous voulez, à partir de là, il faut bien comprendre une chose, c'est que confondre sexe et genre grammatical est une bêtise absolue. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Élodie Melek-Sarek, vous êtes d'accord ou pas ? Je vais vous répondre, mais tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour la manière dont vous avez sélectionné vos intervenants, parce que on a été quand même plusieurs à remarquer que ce débat avait souvent été confisqué. Je pense à plusieurs chercheurs qui ont suivi et ont regardé comment, sur les plateaux télé, la parole était distribuée autour de cette question. Je pense notamment aux travaux de Marie Loison et d'autres qui ont remarqué que c'était souvent des idéologues qui parlaient de cette question-là. Et que les je fuis l'idéologie, je vous le dis tout de suite, je déteste ça. Et c'était même souvent aussi des tautologues, pour reprendre ce terme que même les journalistes utilisent, qui se permettaient d'exprimer leur point de vue sur la langue. Et ça, pour moi, c'était quand même assez gravissime. Donc je ne peux qu'être honoré d'être en présence de linguistes renommés pour évoquer cette question-là. On y viendra, mais vous avez soulevé l'essentiel de cette question-là, et je pense que peut-être il va falloir déconstruire un certain nombre de choses ensemble pour aller sur cette question de la primauté, effectivement, du masculin. Déjà, sur la question de la définition de l'écriture inclusive, je pense qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a plusieurs modalités possibles. Alors c'est vrai que la plus visible est peut-être celle qui, en termes de lisibilité, ralentit un petit peu la lecture. C'est souvent ce qu'on appelle le point médian. Donc vous savez, vous faites des points au milieu des mots. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples pour que les auditeurs, les auditrices, ou les auditrices et les auditeurs. D'ailleurs, mais c'est de la parole inclusive, ce que vous venez de faire. C'est pour ça que je voulais vous sensibiliser. Celles et ceux. Mais je mets toujours celles et ceux parce que honneur aux femmes. Je veux dire par là. Dans ce cas, vous êtes un réactionnaire machiste, parce que. Pourquoi je suis un réactionnaire machiste ? Vous laissez passer les femmes devant. C'est normal, non ? Et oui, mais ce faisant. Vous établissez une hiérarchie entre les sexes qui ne devrait pas exister. Il faut bien que quelqu'un passe devant, quand même. Si je passe égalité pour égalité. Attendez, mais c'est pour ça que volontairement, je vous ai conduit sur ce chemin-là. Parce que si je passe devant, si je dis ceux et celles, on va dire, mais celui-là, c'est un machiste. Bon, les femmes doivent suivre. Bon. Si je dis celles et ceux, on va dire que ce que vous dites, Alain Bentolila. Alors comment faire ? Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, mais c'est merveilleux, vous utilisez une parole qui est une parole inclusive, puisque vous dites celles et ceux, et ça, c'est déjà un langage inclusif. C'est un langage inclusif. Déjà, tout à fait, oui. Il y a plusieurs modalités. Dans l'écriture inclusive, il y a cette question, effectivement, du genre masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors ça, on va en parler. Donc, il y a la règle de proximité. Faut-il renoncer à la primauté du masculin sur le féminin ? Par exemple, il y a la règle de proximité, effectivement, où on pourrait se poser la question de dire si finalement, il n'y a qu'un homme au milieu, qu'un prénom masculin au milieu d'une dizaine de prénoms féminins, pourquoi est-ce que le genre masculin l'emporterait ? Mais vous voyez, il y a une déclinaison en fait sur cette question de la langue inclusive. On peut aussi se poser la question, faut-il modifier la langue ? Mais c'est quand même assez fondamental le point que vous soulevez. Il y a aussi ce qu'on appelle le langage épicène. Le langage épicène, c'est de favoriser des mots qui n'ont pas de genre finalement. C'est-à-dire que j'ai fait cet exercice pas plus tard qu'hier à 18h pour préparer cette émission. J'ai tapé sur Google quels sont les plus grands écrivains. Donc là, on n'est pas sur un langage épicène parce que on peut dire écrivain ou écrivaine. Évidemment, quand je dis les plus grands écrivains, il me sort que des noms masculins, donc Émile Zola, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre et j'en passe. Aucune femme. Par contre, si je lui dis cite-moi les plus grands artistes, alors là, artiste, on est d'accord que ça peut être féminin ou masculin. Un ou une. Voilà, exactement. Donc là, c'est un vocable qui est plutôt épicène. Bon, alors j'ai pas eu tellement plus de chance non plus parce que finalement, mais si vous aviez tapé quelles sont les plus grandes écrivaines ?
Ah oui, bah là, elle serait ressortie. Mais sauf que nous, dans notre langage, comme le masculin est un genre générique, on va plutôt penser le monde avec le masculin. Et donc, c'est là où ça devient problématique. Il y a des mots qui ne sont ni féminins ni masculins, mais on pense masculin. C'est ce que vous voulez dire. Hein, Alain Bentolila, dans notre... Attendez, il est 11h13. Il faut que j'observe une petite pause, là. Puis on revient. Nous revenons. Je fais très attention à ce que je dis ce matin, hein, parce que tout va être remarqué. À tout de suite. Vous voulez intervenir, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h16, nous parlons de l'écriture inclusive, nous allons prendre Jean-Étienne qui est enseignant et qui veut intervenir. Nous sommes avec Élodie Miel-Xarek qui est sémiologue, avec Alain Bentolila, linguiste célèbre, auteur de Pour une école de la résistance, Ralph Muller qui est aussi avec nous en direct de Genève, doctorant en littérature française à l'Université de Genève, et avec Jean-Étienne qui est à Colombes, qui est enseignant donc. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous. Vous êtes enseignant en école primaire, vous dites qu'il faut interdire l'écriture inclusive, mais je crois qu'il y a une recommandation, il y a une interdiction ou une recommandation du ministère de l'Éducation nationale sur l'écriture inclusive? Une recommandation. Alors moi je voulais simplement continuer sur ma lancée et vous dire que je qualifie carrément l'écriture inclusive de péril mortel pour la langue française. Et je la considère comme une tentative de déconstruire la langue et la culture française. Et si je peux me permettre aussi, Monsieur Bourdin, je considère que cette pratique, c'est une atteinte pour moi à la langue française et une expression du féminisme radical. Et je terminerai en disant simplement que je considère que l'écriture inclusive, c'est une tentative de promouvoir une idéologie politique plutôt que de se concentrer sur les questions réelles qui préoccupent les Français. Voilà. Alors, vous posez, alors on va demander à Ralph Muller ce qu'il en pense. Idéologie, Ralph Muller? Oui, c'est tout à fait idéologique. Et moi, je dirais que pour moi, le problème le plus grand de l'écriture inclusive, c'est qu'elle nous fait perdre, elle risquerait de nous faire perdre de vue la valeur cognitive du masculin en tant que forme morphologique dans sa capacité à officier comme neutre. Les concepts... Voilà, attendez, il faut que vous expliquiez à l'auditeur, là, parce que c'est compliqué. Hein. Allez-y, soyez plus concret, là. Plus simple. C'est pas si compliqué que ça. Si je dis le locuteur pour penser au concept d'une personne qui parle, et pas pour faire référence à un homme qui serait par ailleurs un locuteur, pour penser à cette idée-là, je dois me débarrasser d'un certain nombre de traits distinctifs qui sélectionnent un individu particulier pour penser à un concept. Et le sexe, fait typiquement partie de ces paramètres dont on se débarrasse quand on est en train de penser de manière abstraite et conceptuelle. Or, le fait qu'on fasse des doublets systématiques, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux, etc., donne à chaque fois, dans ces cas-là, au masculin sa valeur masculine et non pas sa valeur générique ou neutre. Et donc, à force d'entendre des formulations comme celle-ci, on perd de vue le pouvoir. Vous préférez qu'on dise bonjour à tous, quoi? Tout à fait, parce que quand je dis étudiante, étudiant, ou quand je dis étudiant au pluriel, je ne dis pas la même chose. Dans un cas, je considère que la référence au sexe est pertinente dans la construction, dans mon adresse, d'accord ? Ce qui est un peu nul. Enfin, c'est comme à l'école primaire quand on dit bonjour les filles et les garçons. On s'en fout de préciser qu'il y a des filles et des garçons. C'est pas ça qui est intéressant. Pourquoi on s'en fout ? Parce que c'est pas intéressant. Est-ce que les gens ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont des hommes ou des femmes ? C'est bien de rappeler la mixité du monde. Non, mais quand je dis chers étudiants, au lieu de dire chers étudiants, le terme n'a pas le même sens et la connotation du terme n'est pas la même. Je comprends. Et étudiant au pluriel évoque l'étude, la patience, l'effort, etc., plutôt que simplement mâle ou femelle. Bon, merci Ralph Muller. Qu'en pensez-vous, Élodie Miel-Xarek ? J'entends tout à fait ce qui est dit. Il y a juste un point qui me semble irrésolu, qui est celui de la question de la neutralité. Parce que, en définitive, prenons une phrase par exemple. Nous avons pris des bières dans le coffre, la bière était chaude. Il va bien y avoir des éléments très factuels que vous allez prendre de cette phrase-là. Le coffre, la bière, c'est bien présent dans la phrase, mais vous allez en inférer un certain nombre de choses. Par exemple, que c'était une journée caniculaire, donc puisque la bière était chaude,
alors qu'on l'a prise du coffre, et plein d'autres choses. Et le souci, c'est que, et il y a beaucoup d'études qui le montrent, celle notamment de Pascal Gijax, mais on peut aussi citer celle de Braveur et Lavudrie, qui montrent que quand on utilise un nom dans son masculin, eh bien les représentations mentales qui sont générées ne sont pas à 50-50 féminin ou masculin. On a plutôt une grande tendance à avoir une représentation masculine. Et ce qui pose même problème dans le cadre de sollicitation pour travailler. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, quand elles voient une annonce, eh bien, elles vont davantage postuler s'il y a cette double écriture. Par exemple, mécanicien, mécanicienne, eh bien, elles vont davantage postuler, alors que... mais bien sûr, cela est inconscient. C'est pas toujours conscientisé dans la démarche. On pourrait dire mécanicienne et masculin, et mécanicien, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas? C'est pas de l'écriture inclusive, ça. Eh ben, ça fait partie ici. Ça fait partie oui, de... tout à fait. Oui. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le français est une des langues qui possède effectivement une différence de genre masculin et féminin. Et d'autres langues n'ont pas de différence de genre. L'anglais, par exemple. L'anglais n'a pas cela. Rappelez-vous, les Anglais qui disent le grenouille. Le grenouille, parce qu'il n'y a aucune raison de distinguer le sexe de la grenouille et le sexe mâle et de femelle. Et par conséquent... Oui, mais attendez, il n'y a pas de différence de genre, mais on dit Superman, Superwoman. Exactement. Et par exemple, il y a aussi des... Bien sûr, comme les Anglais disent... peuvent mettre la marque chi devant pour dire que c'est du féminin. Mais autant la langue doit distinguer le sexe féminin du sexe masculin quand on en a besoin, autant dire que le genre, la distinction de genre est systématiquement marque systématiquement le sexe masculin et le sexe féminin est une bêtise. Le plafond, pourquoi le plafond masculin? Pourquoi la fenêtre féminin? Pourquoi la table c'est féminin? Et n'oublions pas, tous les inanimés n'ont pas de sexe. Tous les concepts, la liberté féminine, le bonheur masculin, on comprend bien que tout cela est une récupération. La liberté, la langue n'est pas fondée sur la dichotomie sexe féminin, sexe masculin. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce constat, mais c'est plus dans les conséquences. C'est-à-dire que même en langue anglaise, effectivement, quand vous mettez une annonce et que vous avez policeman, en fait, on se rend compte que les femmes vont moins postuler. Et donc, il y a une préférence pour dire on va parler de police officer parce que finalement, on va préférer ça. Donc, c'est plutôt dans les conséquences qui me semblent problématiques. Et sur la question de la langue française, les travaux d'Eliane Viennot rappellent notamment quand même que on a évoqué la naissance des droits de l'homme, les droits universaux, et que volontairement c'était pas les droits de l'humain. Il y a quand même eu un choix idéologique parce qu'à l'époque on savait bien alors qu'on avec un grand H. Qui est souvent oublié. Mais effectivement, c'est l'homme avec un grand H. C'est pas l'homme masculin. Oui, mais ce grand H-là, il est très souvent oublié. Oui, mais c'est très souvent oublié. Et vous voyez, c'est dans cette ambiguïté, justement, que vient se glisser la problématique. Attention, ne pensez pas que je pense que je crois que les femmes ne sont pas humaines. Mais à l'époque, ils pensaient bien que les femmes avaient un rôle et un statut inférieur, alors même qu'elles avaient joué un rôle dans la Révolution. Donc c'était surprenant quand même. Bien entendu, sauf que vous les révolutionnaires étaient machistes, dites-moi. À travers, vous changerez peut-être la langue petit à petit, un jour, peut-être, par la lutte politique. Moi, il ne faut pas se leurrer. Je suis absolument engagé dans une égalité homme-femme, que les femmes gagnent autant que les hommes, qu'elle n'ait pas la charge des travaux d'élevage des enfants, de la maison, etc., en plus de leur vie professionnelle, qu'elles aient accès à tout et à toutes les professions. C'est une lutte politique. Mais on ne se dédouanera pas de cette lutte politique en conversant gentiment dans les salons sur le masculin et le féminin comme étant porteurs de cela, avec toutes et toutes, etc. C'est facile. Dans le combat pour l'écriture inclusive, est-ce que l'on réduit le français à un usage militant et politique? Je veux dire par là, est-ce que c'est devenu une signature politique, l'écriture inclusive? Mais je poserai la question à l'inverse. La langue peut-elle être neutre
Or, je ne crois pas que la langue puisse être neutre, justement, pour toute cette question de représentation mentale et toutes ces inférences que notre esprit va construire quand on est face à un mot, quand on est face à un discours, quand on est face à un texte. Et c'est là où, en fait, il s'agit simplement de proposer des mots ou une manière de dire qui permettent justement de pouvoir maîtriser un peu plus cette question des représentations. Et puis, il y a quand même, alors moi, je suis d'accord avec ce que vous dites d'un point de vue descriptif, mais c'est vrai que la violence symbolique du le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Ah ça, nous allons débattre. C'est vrai après. que ça pose question. Est-ce qu'il faut remettre en question la primauté? Je vous renvoie l'histoire de la fenêtre et du fauteuil. Fauteuil est masculin parce que c'est du genre masculin. Fenêtre est du féminin, genre féminin. Si la fenêtre l'emporte sur le fauteuil, peu m'importe. Il se trouve que 15% des mots du français environ marquent des distinctions de sexe. 15% des mots environ. Le reste, à peu près. Le reste, c'est les inanimés et les concepts. Oui. Et donc, ceux-là n'ont rien à faire, n'ont rien à voir. Ah, même si la liberté est plutôt représentée de façon féminine, c'est une. Vous voyez, c'est ça la question. Mais à quoi ça sert le genre? Le genre, ça sert à marquer les accords. Qu'est-ce qui marche avec quoi? C'est uniquement grammatical. Mais oui, vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné un jour? Je vous avais dit, prenez la phrase suivante, la mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Oui. Et où est eux? L'espace d'une lettre, d'un accord de genre va faire de dites-moi, c'est l'homme qui est désiré ou c'est la mort qui est désirée? La mort. Hein, et la mort ou l'homme? La mort ou l'homme. Et c'est tous ceux qui vous disent il faut réformer l'orthographe, il ne faut pas accorder, etc. Je leur dis, remercions la langue française de nous permettre ce genre de nuances. Et de réflexion. Et donc, soyons un peu d'humilité. C'est un bon exemple, ça. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré, c'est un très bon exemple. Ce qui est certain, c'est que cette question, on le voit bien, elle est très idéologisée, comme vous le disiez, elle est très politique. Et avant de se poser cette question-là, il est certain que les fondements et la maîtrise de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe sont quand même à mettre au premier plan. Alors je pensais que c'était votre enseignant, votre auditeur qui allait énoncer ce point-là en disant mais finalement, moi j'ai beaucoup de mal déjà à transmettre des règles de base. Donc voilà, il se passe déjà quelque chose. Mais quand même, revenons-en à ces règles de base. Imaginons un élève qui est en CP, en CE1, il ouvre son livre de grammaire, et bien si on lui demande, on va lui dire tiens, un anglais typique se balade sur les rues, le long de la Seine. Et ben si je vous demande décrivez-moi un anglais typique, il y a de fortes chances pour que vous me décriviez un anglais de sexe masculin et non pas une anglaise. Et c'est là où quand même on peut se poser cette question. Alors il faut mettre un anglais ou une anglaise. Voilà, exactement. Ou une anglaise et un anglais. Peut-être. À chaque fois, il faut s'imposer, si j'ai bien compris, à chaque fois, il faut s'imposer un double. Pas que le fait de changer quelque chose dans la langue change quelque chose dans la mentalité. Les mentalités se forgent par la discussion, le dialogue, la lutte. La lutte, j'entends bien, la lutte réelle, politique. Et en aucun cas, si vous voulez, le fait de changer quelque chose dans la langue... Je vais poser une autre question, Alain Bentolila. Si la langue française est vivante, comme on le dit, à juste raison, bien sûr, pourquoi son écriture ne le serait-elle pas? Elle est vivante, l'écriture du français. Elle est vivante, elle n'est pas figée. Avec des règles grammaticales. Avec des règles grammaticales. Enfin, quand une pseudo-linguiste vous sort un bouquin, je parle comme je suis, en disant finalement on parle comme on veut, on écrit comme on veut, hein, et peu importe finalement. Mais non, on n'écrit pas comme on veut. On écrit comme on veut être compris. On lit comme on veut comprendre les autres. Les règles, les normes arbitraires sont là pour nous réunir, pas pour nous opposer, pour nous réunir. Si vous et moi, nous n'acceptons pas d'appliquer des règles communes sans les négocier à tout moment, or là on est en pleine négociation de règles, alors évidemment nous arriverons à une société où nous ne nous comprendrons plus.
Oui. La règle est... ça, c'est très, très intéressant. La règle est la condition même... C'est l'incompréhension entre les êtres. Évidemment. Ça encourage l'incompréhension entre les êtres. Oui. Ce débat autour de l'écriture inclusive. Alors, attendez. Il est 11h30. C'est très, très intéressant, ça. 11h30, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Le débat se poursuit autour de l'écriture inclusive. Et pour nourrir ce débat, nous sommes avec Rémi Perrade, qui est délégué national de l'UNI, l'Union nationale des étudiants. C'est cela, Rémi Perrade, bonjour. Bonjour, alors c'est l'Union nationale interuniversitaire. Interuniversitaire, oui, c'est étudiant, hein. Oui, on est d'accord, Rémi Perrade. Alors, fait. L'écriture inclusive à l'université, vous dites non, 1000 fois non, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il faut préciser que l'écriture inclusive à l'université, ce n'est pas un débat comme vous l'organisez depuis le début de l'émission, c'est une norme et c'est imposé par beaucoup de professeurs et de présidents d'université aux étudiants. Attendez, Rémi Perrade. Laissez-moi vous poser une question. Vous dites c'est imposé par de nombreux professeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis étudiant, si je rends ma copie sans avoir utilisé l'écriture inclusive, je risque des points en moins ? Alors non, on n'est pas à ce stade. Quand je dis imposé... On n'est pas là quand même. En tout cas, pas à notre connaissance, mais quand je dis imposer, ça veut dire que c'est en train, que les professeurs l'imposent dans certains de leurs cours à l'écrit, le mettent dans les énoncés d'examen comme l'Unilion l'a révélé il y a un mois dans l'examen que vous avez cité au début de l'émission. Imposer, ça veut dire que des présidents d'université vont envoyer des mails aux étudiants en écriture inclusive. Et donc ça sous-entend à l'étudiant que s'il veut se conformer à ce qui se passe dans son établissement, il doit faire comme ses enseignants, comme une partie de ses enseignants ou comme son université. Donc pour se faire bien voir ou pour peut-être, pourquoi pas, pense l'étudiant, avoir de meilleures notes, il doit utiliser l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'on l'impose. On l'impose. Vous pensez que dans les universités françaises, on est en train d'imposer l'écriture inclusive ? Petit à petit, oui, c'est bien le cas. Et encore une fois, de manière... alors, pardonnez-moi du terme, mais de manière un peu totalitaire. C'est-à-dire que, pour certains, on est réactionnaire quand on s'oppose à cette écriture-là. Là où, encore une fois, l'écriture inclusive, vous l'avez souligné, ne représentait que le point médian, l'usage du point médian dans les mots, les phrases, etc. Aujourd'hui, on en arrive à inventer de nouveaux mots parce qu'on considère que l'écriture inclusive avec des points médians, c'est beaucoup trop machiste en réalité parce qu'on met d'abord le masculin puis le féminin. Donc on en est à inventer des mots. Par exemple, pour remplacer toutes et tous, on va dire tous avec un X à la fin. Donc voilà. Yel, et puis pour remplacer oncle et tante, on dit toncle. Et puis voilà, au lieu de papa et maman ou maman et papa, on dit mappa. C'est exactement ça. Donc, on en vient à des absurdités de ce genre. Ça vous fait rire, Alain Bentolila, hein, je vois. Mais ça veut prêter à sourire, mais c'est extrêmement dangereux parce que on enseigne aussi aux futurs enseignants. Vous savez, à l'université, on forme les futurs enseignants du secondaire et évidemment de l'université. Et ces enseignants-là, d'ailleurs, c'est écrit dans l'article du Figaro d'hier qui en parle très bien, on impose aussi à des futurs enseignants cet usage de l'écriture inclusive et on leur explique que ça va devenir la norme, notamment également dans l'éducation nationale, malgré la demande de Jean-Michel Blanquer à l'époque de ne pas l'employer, on sait très bien que ça peut arriver et que ça va arriver. Oui. Alors, on voit les extrémistes de l'écriture inclusive qui vont bien au-delà de l'écriture inclusive en elle-même, puisque on invente des mots. Donc là, on va bien au-delà. C'est plus de l'écriture. Mais c'est un marqueur, c'est devenu un marqueur idéologique. Oui, c'est un marqueur idéologique. Voilà, c'est un marqueur. C'est clair pour vous, c'est clair, Alain Bentolila. C'est un marqueur idéologique. Oui. Ça n'a aucune prise sur la réalité des choses. Bon. Ça nous change. Alors, Élodie Melxari, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ça ? Alors, c'est vrai que la question du point médian, elle est tout à fait particulière. Et alors, donc, expliquez ce qu'est le point médian. C'est ce que vous disiez, tout point
TE.S. Voilà, pour ça, dire, c'est le point médian. Inclure le tous et toutes. Bon, donc ça, effectivement, c'est une question qui est particulière parce qu'en termes de lisibilité, en termes de praticité, en termes d'accès à la langue, j'entends tout à fait ces points-là. En revanche, quand je fais mes mails volontairement, je mets bonjour à tous et à toutes, je ne pense pas que là, je sois en train de déconstruire la langue. Non. Je pense simplement que dans mon public... la langue. Voilà, j'utilise la langue autrement et c'est important pour moi de souligner qu'effectivement, dans mon public auquel je m'adresse, il y a quand même cette représentation. Et je suis désolée, je ne voudrais pas être trop désagréable aujourd'hui, mais je suis un peu surprise, voire même un peu déçue, parce que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une femme qui me dise « Ah mais moi je suis contre l'écriture inclusive » et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un homme qui me dise « Ah mais moi j'adore, je suis pour l'écriture inclusive ». C'est que souvent... un appel à nos auditeurs, 0826 300 300. Souvent on est aussi dans des visions un peu, entre guillemets, clichés, ou peut-être parce que effectivement moi étant une femme, eh bien il m'a semblé important de pouvoir utiliser, alors pas tout le long de mon mail, mais en début de mail et à la fin de mon mail, parfois avec le point médian, mais pas dans le corps de texte. Et en tout cas, quand j'écris des livres, de préciser dès l'introduction que oui, je vais utiliser le genre générique, mais effectivement, volontairement, mais en n'oubliant pas qu'il y a du féminin. Mais je le précise tout de même, et cette précision-là, elle est totalement fondamentale. Ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. Ça a à voir simplement... je souligne quand même le genre, effectivement, des personnes auxquelles je m'adresse. À vos interlocuteurs en manifestant votre intérêt égal pour les hommes et pour les femmes. Mais les extrémistes se situent à tous les pôles, puisqu'il y a effectivement, on vient de l'entendre, les tenants à l'université de ceux qui veulent absolument... Vous êtes un extrémiste, Rémi Perrade. Mais il y a aussi ceux qui refusent même d'être dans cette inclusivité du féminin et du masculin et de dire, bah non, c'est bonjour à tous, point. Donc voilà. Est-ce qu'il faut dire bonjour à tous ou bonjour à toutes et à tous ? Ça dépend du choix de chacun. Je pense pas qu'on soit extrémiste. Je pense que les extrémistes sont plutôt ceux qui sont en face de nous, qui cherchent sans cesse à tout déconstruire et qui sont en réalité... vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bourdin, de votre détestation de l'idéologie. En réalité, dans cette question-là, à l'université, on est complètement dans l'idéologie de la déconstruction. On est complètement dans cette idéologie de mai 68 qui fait toujours ravage à l'université. Oui, c'est de l'idéologie. Oui, là, je suis assez d'accord avec Rémi Perrade, non ? Oui, c'est un marqueur. C'est politique. C'est un marqueur. Politique. C'est un marqueur. Pas politique d'ailleurs, idéologique. Idéologique, pas politique. C'est pas politique. Oui, d'accord. Idéologique. Le politique. Alors, il y a aussi, pardon. Le politique, c'est la cause des femmes. Aux non-binaires. Qui ne se reconnaissent. Et beaucoup. Oui, aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'il y a des jeunes qui ont 16, 15, 16, 17 ans et qui se disent non-binaires, qui ne se reconnaissent ni dans une femme, ni dans un homme. Et donc, eux disent, nous avons besoin d'une langue. En fait, c'est une revendication, Élodie. Oui, le YEL, typiquement, effectivement, permet de ne pas choisir entre le il et le ils inventent donc... Qui n'a pas eu de suite. Yel a tenu quoi à moi. Oui. Et a disparu. Oui, mais ils défendent la création de nouveaux mots. Oui, bien sûr. Et je pense que ce débat aujourd'hui, il a une vraie raison d'être, dans le sens où, si on se rappelle aussi les travaux d'un sociologue émérite, qui était Serge Moscovici, qui a beaucoup travaillé sur le rôle des minorités et la manière dont, en fait, l'innovation dans la société était davantage portée par les minorités. Alors, ces travaux ont eu beaucoup de résonance, parce qu'à l'époque, on pensait toujours que c'était la majorité qui imposait la norme, et lui a montré par ses travaux que non, au contraire, la minorité avait une vitalité, et que c'est souvent par les minorités que le changement de société s'effectuait. Donc effectivement, c'est pas parce que la majorité n'utilise pas cette écriture inclusive ou utilise peu le YEL que ce changement-là ne va pas se produire en langue. Oui, mais Alain Bentolila a écrit que l'écriture inclusive est un renoncement à intégrer des personnes qui parlent peu ou pas le français. L'écriture inclusive posera les plus gros problèmes aux élèves fragiles, c'est très clair. Oui. Ceux qui ont... Parce que là, on va être dans le concret à l'école. Absolument. À l'école, si on impose l'écriture inclusive, ce sont les plus fragiles qui vont en souffrir. Bien sûr, parce que c'est plus compliqué. C'est une complication supplémentaire. Oui. Et donc là, effectivement, il faut bien se comprendre une chose, c'est que le rôle de l'école, c'est d'apprendre à utiliser les normes qui nous réunissent. Oui. Et à partir de là, dès l'instant où ces normes deviennent plus compliquées, seul
ceux qui, et d'ailleurs ceux qui chez eux auront des parents plutôt favorables à l'écriture inclusive, eux pourront peut-être l'appliquer, mais les autres non. Donc si l'écriture inclusive devient véritablement une norme et une mesure de compétence, à ce moment-là, effectivement, ce sera les plus fragiles qui paieront. Alors, il est 11h43, vous me répondrez après. Est-ce qu'il faut l'interdire, carrément? La recommandation est claire. Est-ce qu'il faut l'interdire? On va en parler juste après la pub, 11h43. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons continuer notre débat et Frédéric se joint à nous. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va très très bien, Frédéric. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Frédéric? Écoutez, je trouve que vous avez levé un lièvre, mon cher ami, parce que je dis bonjour à vos intervenants également, bien sûr, vos invités. Oui. Lorsqu'il parlait, ce monsieur tout à l'heure, que effectivement, cela allait peut-être nous conduire à ce que les gens ne se comprennent plus. Et vous avez dit, c'est très C'est Alain Bentolila qui disait cela. Oui, c'est très intéressant comme réflexion. Et je trouve effectivement que c'est très intéressant et c'est probablement, à mon sens, le cœur du problème. C'est quelque chose qui vient se mettre en plus, si vous voulez. Parce que moi, j'ai la sensation aujourd'hui que plus ça va, plus le terme est impropre, mais plus on débilise les gens. On débilise les jeunes. Le niveau d'éducation, c'est une catastrophe. Ce que j'expliquais à Emmanuel au téléphone tout à l'heure, moi j'ai ma fille qui a 12 ans, elle a sa petite cousine qui a à peu près le même âge. Ma fille est dans le privé et elle est dans le public. Je vois la différence de niveau, c'est effarant. Mais c'est effarant. Il y a plus d'1 an et demi d'écart entre ce qu'apprend ma gamine et ce qu'apprend sa cousine. On les gave du matin jusqu'au soir avec des émissions de télé ou sur les réseaux sociaux, des trucs d'une débilité profonde. En fait, on les débilise, quoi, nos enfants. Et effectivement, avec ce système d'écriture, plus ça va, moins les gens vont arriver à se comprendre, parce qu'on a cette chance avec la langue française. Il y a probablement d'autres langues dans le monde d'ailleurs où c'est le même cas, mais on a cette chance qu'elle soit suffisamment subtile et fine pour arriver à amener tellement de détails dans nos discussions, tellement de détails dans nos écrits, qu'on peut arriver à faire comprendre des choses infiniment fines. Plus ça va, moins on va pouvoir le faire. Et moins on va pouvoir le faire, plus on va pouvoir contrôler plus comprendre. Oui, Frédéric, vous allez loin. Vous dites, vous allez loin, mais je comprends ça. Vous dites, c'est finalement la langue, c'est le garant de l'unité nationale. Est-ce que c'est le garant de l'unité nationale? La langue est le garant de l'unité nationale, absolument. Une langue forte, partagée par tous, est le seul garant sérieux de l'unité nationale, et je me tourne vers un État français qui n'a pas su mettre au cœur même de l'intégration de ceux qui viennent d'ailleurs cette question, non pas pour les exclure, mais pour les inclure, avec une vraie politique. Et ça, on paye aujourd'hui. Et je dis la langue, non pas... Ça veut dire que l'écriture inclusive exclut ceux... indirectement, ceux qui voudraient s'intégrer dans la nation française. C'est lui faire beaucoup d'honneur. C'est lui faire beaucoup d'honneur. C'est lui accorder trop de place. Trop de place. Par contre, ce que vous dites là, vraiment, sur cette question de la langue réunissant, intégrant, accueillant par un dialogue possible entre nouveaux venus et ceux qui sont déjà, ça, c'est absolument indispensable. On ne sortira pas de la question de l'immigration sans une vraie politique linguistique généreuse. C'est très intéressant. Oui, Élodie. Et c'était d'ailleurs la thèse que vous souteniez dans votre ouvrage Le Verbe contre la barbarie, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais encore une fois, j'insiste, ne nous laissons pas non plus duper sur la question de la neutralité en langue. Je pense que la langue n'est pas neutre. Et de fait, il y a quand même cette revendication légitime de faire apparaître le féminin. Alors on pourrait quand même se poser la question de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait apparaître la différence des sexes et pas d'autres différences? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que du coup, je vais pouvoir mettre ma couleur de peau, par exemple, dans l'écriture? On pourrait imaginer un langage, par exemple, qui soit propre à ça. Donc ça peut aller très loin. C'est vrai que sur cette question... Exactement, tout à fait. Certaines langues africaines qui distinguent les objets pointus des objets ronds. Exactement. Donc on pourrait avoir la forme
forme de l'objet apparaîtrait en langue, et ça ferait partie de, effectivement, une flexion, une morphologie des mots particuliers. C'est vrai que là-dessus, on pourrait s'interroger et se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut organiser, ordonnancer les différences? Est-ce que la différence raciale, par exemple, elle est plus ou moins importante que la différence sexuelle? C'est des questions qui sont très périlleuses. C'est vrai que Françoise Héritier, là-dessus, avait un regard qui était assez spécifique, parce que pour elle, c'était la différence sexuelle qui était la plus primitive et la plus originelle dans nos rapports de société. Donc pour elle, il y avait un primat. Donc l'idée, exactement. Et donc l'idée, c'était de se dire, si on s'attaque quelque part à une des grandes différences et qu'on s'attaque à la différence sexuelle et de rendre visibles les femmes en langue, eh bien peut-être que ça va permettre une société plus égalitaire. Alors j'entends effectivement ce que vous avez dit. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Il faut renverser. Et j'insiste juste quand même sur la question des représentations mentales, parce qu'elle est quand même très importante. Quand vous utilisez un générique masculin, 23% des représentations mentales sont féminines. C'est-à-dire que présentateur de radio, seulement dans 23% des cas, vous allez imaginer une présentatrice radio. Alors que si vous dites présentateur-présentatrice, eh bien là, vous doublez le score. Et ça me semble quand même important à rappeler. Et là, on est quand même sur des données factuelles. Donc il faut... Mais si on parle d'une présentatrice, on va employer le mot présentatrice. Voilà. Oui, mais si on parle d'un présentateur, on va... Présentatrice, mais personne n'empêche quiconque de dire ça. Qui va parler de présentateur radio en pensant à une présentatrice? Mais parce que dans une annonce, par exemple, d'emploi, le jour où vous allez partir à la retraite, et donc une annonce d'emploi, exactement. Je suis d'accord. Et on va dire, pour prendre le lead et prendre la suite de Jean-Jacques Bourdin, il nous faut un très bon présentateur radio. Eh bien, sans doute, peu de femmes vont... oui, je comprends. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense pour ma part que c'est orchestré. Vous voyez, je vais loin dans ma réflexion. Je pense que c'est orchestré, je pense que c'est voulu, que c'est une vraie volonté politique de déstructurer. Moi je le crois aussi, pour tout vous dire. Enfin bon, je le crois aussi. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Oui. Mais malheureusement, plus le temps passe et plus le temps me donne raison. C'est un marqueur. Merci Frédéric. C'est un marqueur. C'est un marqueur idéologique. Il est clair qu'on se reconnaît. C'est un signe de reconnaissance. Ouais. J'écris de façon inclusive, donc. Alors attendez, je vous interromps parce que j'ai un étudiant en histoire qui est à Montpellier qui voulait intervenir, qui écoutait. Donc vous voyez, ça suscite beaucoup de réactions. Anton, on dit Anton. Allô, Anton. Bon. Il m'écoute pas, il m'entend pas, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'il dit. Je suis étudiant en histoire. On nous pousse vers l'écriture inclusive. Est-ce que dans certaines facs, effectivement, ça existe. Oui, Élodie. Je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat, même si je ne vais pas forcément être la garante ou la tenante de ce courant-là, mais que je peux trouver intéressant sur certains aspects. La question de l'exemplarité du masculin. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, contient quand même sa part de violence symbolique. J'ai trouvé les travaux de Lucille Pédevin assez intéressants, puisqu'elle nous rappelait que finalement sur la question de l'exemplarité, alors elle parlait pas de la langue, vous allez tout de suite comprendre de quoi elle parlait, mais je me permets de mettre ça sur le tapis, j'ai pas forcément d'idée sur cette question-là. Mais la question de l'exemplarité sur le masculin. Lucille Pédevin nous rappelle que 97% des prisons sont occupées par des hommes. Pour le dire différemment, tous les hommes ne sont pas des délinquants, mais la plupart, la grande majorité des délinquants sont des hommes. Donc c'est vrai que on peut comprendre que ça fasse grincer un petit peu des dents, cette question de l'exemplarité du masculin, alors même qu'on est dans une société où finalement on voit bien que l'accès au droit, on voudrait que l'égalité soit là, mais elle n'est pas tout à fait là. Et il y a toutes ces représentations, elle n'est pas là. Elle n'est pas tout à fait. Elle n'est pas là. Et toutes ces représentations symboliques. Pour qu'elle le soit. Mais on ne se bat pas à l'intérieur de la langue, on se bat dehors. Mais la langue nous permet de penser le monde aussi. Alors il y a cette problématique-là. La langue change quand le monde change. Le monde change. Ne changera pas parce qu'on cherche désespérément à faire changer la langue. C'est une illusion totale. Très l'hypothèse de témoignage d'Anton. Je voudrais lui donner la parole. Anton. Oui, bonjour. Bon, je dis Anton, c'est ça? Oui, c'est... Bon, Anton, vous êtes étudiant en histoire. Vous êtes étudiant en histoire à Montpellier. Et on vous pousse vers l'écriture inclusive. Dites-nous pourquoi. Alors oui, écoutez, parce qu'il y en a partout, parce qu'on ne voit que ça, parce que dans toutes les communications que nous recevons sur notre messagerie universitaire, tout est quasiment rédigé en écriture inclusive.
Oui. Et moi, c'est simple. La plupart du temps, sauf quand je dois absolument répondre, s'il y a de l'écriture inclusive, je ne réponds pas. Oui. Parce que je parle français. Et ça, je ne l'ai pas appris à l'école primaire quand j'ai appris à parler français. Voilà. Oui, oui. C'est idéologique ou c'est uniquement pour ça, votre position? Non, parce que je parle de l'idéologie dans l'autre sens. Hein, mais il y a aussi une idéologie. Oui. L'idéologie, ça prend tous les chemins. C'est pour ça que je la combats. Parce que ça prend tous les chemins extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Je ne suis pas du tout extrémiste. Oui. J'aime beaucoup la langue française. Oui, comme moi, oui. Et je pense que ce n'est pas lui rendre service, si vous voulez, je comprends. Qu'inventer des ajouts, alors même qu'elle est à ce point, d'autres auditeurs l'ont dit avant moi, mais peut-être que mon jeune âge va vous permettre d'appuyer ce fait, alors même qu'elle est si mal aujourd'hui apprise et maîtrisée, je pense que ce n'est vraiment pas le combat à mener. Il y a un combat à mener par rapport à l'anglais, un combat à mener par rapport à la maîtrise, si vous voulez. Je pense que c'est vraiment... partir dans la mauvaise direction. Et à l'utilisation de la langue, l'utilisation et à l'écriture de la langue. Ah, oui, ça, et à la richesse lexicale, qui au-delà de toutes ces questions périphériques, est notre préoccupation majeure. Bien sûr, bien sûr, la richesse lexicale. Est-ce que ça vous interroge pas que ce soit beaucoup des hommes qui se plaignent de cette écriture inclusive? C'est aussi un autre point, quand même. Mais il y a beaucoup de femmes aussi. On les qui s'en plaignent, mais on les a pas entendus. Oui. Non, mais vous avez raison, c'est une juste remarque. Merci à tous les deux d'être venus nous voir et merci à toutes celles et ceux, vous voyez, qui sont intervenus et qui ont appelé avec un S. Ouais. Hein? Très bien. Ben voilà. Vous éviterez les attaques sur les réseaux sociaux. Là. Bon, d'accord. Il est 11h57. Vous êtes sur Sud Radio, merci. 11h07, j'ai la chance, et nous avons la chance de recevoir Daniel Riolo, que vous connaissez. Hein. Daniel Riolo, qui a coécrit et qui co-publie Chaos Football Club. Ça, le titre déjà annonce ce qu'il y a dans ce livre. Hein. Le contenu du livre, Chaos Football Club, histoire secrète du foot français chez Hugo Sport. Nous en parlons dans 2 minutes. Daniel Riolo est là avec nous. Nous allons évidemment commencer sur Mbappé. Où en est-on avec Mbappé? À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11, vous êtes sur Sud Radio, merci, 0826 300 300, vous voulez interroger Daniel Riolo, n'hésitez pas, faites-le. Daniel Riolo, nous allons parler de votre livre, Chaos Football Club, coécrit avec Abdelkrim Branin, histoire secrète du foot français, une histoire secrète, le foot français qui tourne aujourd'hui, enfin, on ne parle plus que de ça, qui tourne autour de Kylian Mbappé. Alors, qui a Mbappé a envoyé cette lettre révélée par Loïc Tanzi, ancien journaliste RMC d'ailleurs, et qui est à l'équipe aujourd'hui, qui a envoyé une lettre au Paris Saint-Germain pour dire qu'il n'honorerait pas la potentielle saison prévue dans son contrat, c'est pas la saison prochaine, la saison d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vraiment décidé à partir, selon vous? On est là face... Ou ça veut dire qu'il met le Paris Saint-Germain devant le fait accompli en disant au Paris Saint-Germain, il faut qu'on négocie pour une éventuelle prolongation de contrat. Je ne crois pas à cette dernière option. On est là face à des gens qui s'opposent et qui ont une approche du foot et des contrats complètement opposée. Oui. Vous avez d'un côté Mbappé qui au final dit quelque chose de très très simple. Vous m'avez proposé un contrat l'année dernière, vous avez absolument voulu que je reste au club et je suis resté au club. On a signé un contrat et dans ce contrat, il y avait la possibilité d'une année supplémentaire en option. Et j'ai jusqu'au 31 juillet de cette année, 2023, pour la lever. Lui dit, et il n'y a pas de raison d'en douter, et quand bien même ce ne serait pas vrai qu'il l'ait dit l'année dernière, qu'il n'avait pas du tout l'intention de prendre cette option, il l'annonce maintenant, il dit « je ne lèverai pas cette option ». Mais c'est une possibilité puisqu'elle m'est offerte par le contrat. Donc je ne prends personne de court, c'est dans le contrat. Face à lui, vous avez des gens, les Qataris, qui sont dans un management un peu particulier, mais qu'on peut, pourquoi pas comprendre, qui est un management de l'affect. Oui. Qui en gros se disent, bon, le petit Kylian, l'année dernière, on lui a tout donné pour qu'il reste. La maman, elle est venue à Doha.
bonjour madame, au revoir madame, votre fils aura ce qu'il veut, on va lui construire une équipe autour de lui, c'est lui le patron maintenant, il est beau, il est frais, on mise tout sur lui. Résultat, l'année dernière, promesse à moitié tenue, puisque l'équipe n'a pas été formidable et ça a été une année absolument terrible sur le terrain. Mais eux, ils se sont dit, voilà, à partir du moment où on donne tout, où l'argent achète tout, puisque c'est leur mode de fonctionnement, eh bien Mbappé, forcément qu'il va la lever, l'option. Puisqu'on est tellement gentil avec lui que lui va être gentil avec nous. Et que l'argent achète tout. Sauf que lui... Ça veut dire qu'Mbappé leur dit non, l'argent n'achète pas tout. Oui, il leur dit ça, mais dans un sens... en fait, il faut comprendre que les joueurs de foot aujourd'hui, et Mbappé en particulier, leurs idoles et leur monde de fonctionnement, et ça, nous, on a peut-être du mal avec ça, à comprendre ça. Il y a une sorte de gap culturel. Eux, leurs idoles et leur mode de fonctionnement, c'est la NBA. Ouais. Les footeux, en Europe, ils font rêver tout le monde. On est bien d'accord, Jean-Jacques ? Oui, c'est vrai. Eux, qui les fait rêver ? La NBA. Pas nous. Non. Pas Jean-Jacques Bourdin, pas Daniel Riolo. Non, la NBA. Ouais. LeBron James, pour les plus anciens, Kobe Bryant, toutes ces stars. Et eux, leur mode de fonctionnement, c'est ça. Il y a un contrat. Le club, s'il veut me vendre, je mets dans mon contrat que ce sera moi qui aura le droit de choisir le club. Et pourtant, j'ai une option, donc la close player, ils appellent ça en NBA, qui est le contraire de la team player, où c'est l'équipe qui peut choisir de lever l'option par rapport aux joueurs. Voilà. Mbappé, il a tout était clair. Sauf qu'effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre ça. À tel point que peut-être également que l'opinion et le public français et européen est peut-être pas complètement prêt à comprendre cette mentalité-là. Et c'est pour ça que si jamais il devait rester au PSG, parce que le PSG n'arriverait pas à le vendre, même s'ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour s'en débarrasser, il n'est pas exclu qu'au mois d'août, à la reprise du championnat, il soit sifflé au Parc des Princes. Lui pourra toujours dire mais moi c'est mon contrat, mais moi j'ai rien fait de mal. Mais nous, on est encore attaché un peu à l'affect. Oui, je comprends très bien. Mais il y a un autre élément, deux éléments. Le départ de Benzema, qui a peut-être influé sur l'envoi de cette lettre. À mon avis, la lettre était rédigée avant et la réflexion avait commencé bien avant le départ de Benzema. Je parle de Benzema et du Real, du rapport avec le Real. Et puis, il y a un autre élément. Il va avoir 25 ans. 25 ans. Il change. C'est plus le gamin. On a toujours dans l'idée... on pense toujours à Mbappé à 19 ans, 20 ans. Mais moi, encore une fois, là, quand vous parlez, je l'ai beaucoup entendu, ça. Benzema est parti. Je pense que là, on est encore dans une réflexion, dans un affect que je ne suis pas sûr qu'ils ont. Lui, sa carrière, c'est écrit. Il sait qu'il veut aller au Real. Et pour lui, c'est pour ça qu'à la cérémonie de l'UNFP, il a dit... Il a décidé d'aller au Real, vous pensez ? Je pense que c'est ça, c'est son projet de carrière. Et tout est écrit dans sa tête, c'est que les choses sont claires. Et comme il est clair, et d'ailleurs il l'a dit à la cérémonie de remise des prix de l'UNFP il y a un mois, mais moi l'année prochaine je suis au PSG, parce que lui il se dit j'ai un an de plus au PSG, je pars comme mon contrat l'autorise dans un an, je fais les JO. Je fais les JO. Parce que ça a l'air d'être une raison d'État de faire les JO, puisque on rappelle, les ministres s'en mêlent, tout le monde se mêle de cette histoire. Et après, je pars au Real. Sauf que là, lâche, parce que le club ne veut pas qu'il parte gratuit à la fin de la saison prochaine et ils vont essayer de le vendre dès maintenant. Oui, mais enfin, si lui ne veut pas partir, il restera. Le club ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça va être très compliqué. Ça peut donner une année un peu chaotique où, je le répète, le public peut le prendre en grippe en disant ce que tu fais, c'est pas bien, tu te comportes pas bien. Lui aura beau rétorquer, mais moi, j'ai rien fait de mal. Moi, j'ai menti à personne, j'ai un contrat. Bien sûr. Mais je pense que ça peut être mal compris parce qu'on n'est pas encore habitué à ces modes de fonctionnement. Bon, on va parler du football français. Un mot de Benzema. Que s'est-il passé, parce que vous en parlez dans votre livre, que s'est-il passé à la Coupe du Monde avec Benzema ? Moi je pense comme lui d'ailleurs... Est-ce que c'est Didier Deschamps n'en voulait plus ou pas ? Moi je pense qu'il n'en a jamais réellement voulu de son retour. À un moment, quand l'équipe de France a été un peu moins performante, avant l'Euro, il s'est dit on va le rappeler et on verra bien à l'Euro ce qui se passe. L'Euro s'est pas bien passé pour les Bleus, mais Benzema est un des seuls qui a su tirer son épingle du jeu en étant un peu supérieur. Il y a eu beaucoup de calculs dans la tête de Deschamps au moment de rappeler Benzema. Je suis pas convaincu que tout le monde dans le groupe était ravi de son retour. Ça, j'en suis intimement convaincu. Ils sont allés à la Coupe du Monde
Ils ont préparé la Coupe du Monde. Après, ça devenait un petit peu difficile suite à cet Euro de se passer de Benzema parce qu'il a encore tout cassé avec son club. Et il a même décroché le Ballon d'Or. Bien sûr. Donc on avait quand même le meilleur attaquant du monde. C'était difficile de s'en passer. Ils arrivent à la Coupe du Monde. Il avait un petit peu cette blessure. Lui avait envie de la soigner comme il l'entendait, et comme il a l'habitude de bosser au Real. Les Bleus ont dit on va faire comme nous on veut. Je pense qu'ils ont trop forcé sur sa reprise. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un qui est assez proche de Benzema, c'est Samir Nasri qui était intervenu sur Canal+ pour dire quelque chose qui ressemblait à ça dans une émission un peu avant le début de la Coupe du Monde. Et au moment où ils ont forcé pour le faire revenir en forme avant le premier match, sa blessure s'est aggravée, sauf que tous les examens médicaux montraient à ce moment-là qu'il aurait largement pu revenir pour au minimum les quarts de finale. Je pense que se priver de Benzema pour un quart, une demi et une finale, c'est un peu hasardeux, mais là où on ne peut pas en vouloir à Deschamps, c'est que c'est pas la première fois dans l'histoire du foot qu'on se passe d'un joueur hyper fort parce qu'on estime que pour le groupe, sa présence n'est pas positive. Sauf que je pense qu'on nous a menti. Je pense qu'on nous a un peu fait tourner en bourrique et qu'on nous a pas dit la vérité. Et d'ailleurs, je pense que la façon dont Benzema est parti et la façon dont Benzema a communiqué, vous savez qu'il a une façon un peu énigmatique de communiquer sur les réseaux sociaux, menteur, là, le personnage qui disait ça. Et je pense qu'une communication un peu claire aurait été meilleur, mais lui, il voit pas les choses comme ça. Puis maintenant, il est parti loin. Daniel Riolo, il y a cette affaire Benzema, mais on vit tellement de passion dans le foot, on vit tellement le nez sur le guidon qu'on voit pas globalement ce qu'est le foot français aujourd'hui. Le titre est révélateur, évidemment, KO Football Club. On a eu quand même l'affaire Pogba, l'affaire, vous en parlez dans votre livre, l'affaire Diallo-Amraoui dans le foot féminin. On a eu les scandales, la Fédération française de football. Auparavant, on avait eu Benzema, Valbuena. Enfin bon, mais il va pas très bien ce foot français quand même, franchement. Dans son fonctionnement. J'ai presque envie de vous dire que c'est un peu comme dans tous les lieux d'argent et de pouvoir. Finalement, il y a par an certainement plus de livres qui sortent autour des scandales en politique que de foot. C'est vrai. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des affaires, puisque justement, on en a fait un livre. Et vous savez, au départ, avec Abdelkrim, on s'était dit... L'idée première était de s'intéresser aux entourages parce qu'il y a eu une mutation assez grande et les enquêteurs qu'on rencontrait disaient le banditisme est en train de s'emparer du football. Alors attention, c'est pas complètement nouveau, il a muté, mais c'est pas nouveau parce que dans les années 80, le banditisme corso-marseillais était proche de beaucoup de clubs et mettait son nez dans les transferts, ça existait. Il a muté maintenant où on a ce que les enquêteurs appellent un banditisme de cité, où certaines personnes se sont dit c'est presque moins dangereux que le trafic de stupes. On fait de l'exercice illégal de la profession d'agent, on met un coup de pression à un entraîneur, on prend un avocat mandataire sportif pour signer les contrats, et puis nous, frères, cousins, oncles ou amis d'enfance, on s'improvise agent. Ça donne, dans l'excès ultime, l'affaire Pogba, où finalement c'est une affaire de famille qui a mal tourné, avec des amis d'enfance qui se sont retournés contre la star en le disant dis donc, la protection qu'on t'a accordée pendant 10 ans, il va falloir passer à la caisse maintenant. Et je pense que vous connaissez... Ce que le terme signifie de protection, c'est souvent lié un peu à des systèmes mafieux, les systèmes de protection. Donc ça, c'est l'une des affaires dont on parle, cette affaire Pogba. On a l'affaire Amraoui Diallo, qui est là carrément une agression en bande organisée comme entité, pour de la rivalité sportive. Ça, on n'avait jamais eu un tel mobile. À tel point que les enquêteurs, quand ils ont commencé sur ce dossier, ils se sont dit c'est trop bête, ça peut pas être ça. Ça peut pas être parce que deux joueuses jouent dans les mêmes équipes, équipe de France et PSG, au même poste, ils vont pas en venir à se taper dessus pour ça. Eh bien si. Finalement, l'enquête a démontré que c'était à cause de ça. Une rivalité sportive. Mais j'en reviens à ce que je vous disais. On pouvait pas en rester simplement à l'entourage, à ce banditisme de cité, parce que dans le même temps, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, la Fédération française de foot, elle s'est crue tout permis à un moment. Le succès 2018 Coupe du Monde lui a fait tourner la tête. Ils sont tous partis en vrille. Harcèlement sexuel, harcèlement moral et audit quand même du ministère des Sports. C'est la première fois. Parce que des démissions de présidents de fédé, on en avait eu, mais pour des catastrophes sportives. Naïsna, France-Bulgarie 2013. Mais on n'avait pas eu de démission pour des affaires de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Là, on était en plein là-dedans. Et cet audit a confirmé tout ce que les journalistes avaient dit.
Et Noël Le Graët a été poussé dehors quand même. Poussé dehors. Un mot quand même. Je regardais et vous le racontez dans votre livre. Les clubs les plus valorisés, les clubs professionnels, dans tous les sports confondus, les plus valorisés. Le Real n'est que 13e club le plus valorisé dans le monde, loin derrière les clubs de NFL et on parlait de NBA tout à l'heure. Ce sont des franchises qui effectivement brassent beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'on n'en arrivera pas un jour à, je sais pas, à ce que le foot soit organisé en franchise, par exemple en France? Pas en franchise, mais les tentatives qu'il y a en ce moment de créer une sorte de championnat qu'on appelle d'un terme générique Super League en Europe pour justement rivaliser avec les grosses entreprises de sport. Et notamment en Europe, où les Anglais écrasent tout avec des droits télé qui sont exorbitants par rapport aux autres pays en Europe, ce qui fait qu'ils peuvent monopoliser les moyens financiers et les joueurs. À un moment, pour équilibrer tout ça, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Américains. Équilibre sportif, pardon, mais la NBA nous montre un exemple. Équilibre sportif, équilibre financier. Exactement. Et équité sportive. C'est-à-dire qu'au départ, n'importe qui peut être champion. Alors que chez nous, dans notre championnat, on sait déjà qui est le champion. Le seul truc qu'on n'acceptera pas en Europe et que moi personnellement j'accepte pas, c'est dans ce système de franchise, c'est la Super League fermée. Parce que je trouve que notre tradition, celle pour laquelle je me bats en tout cas, c'est l'accession et la descente et l'accession qui crée un suspense et qui fait que tout le monde a sa chance. Parce qu'une fois que vous allez fermer... Oui, mais il faut que celui qui accède ait les mêmes moyens que les autres. Celui qui accédera aura dans le partage des revenus la chance de s'en sortir. Mais avec une accession, vous y seriez favorable? Oui. Ah oui, moi je défends. Aujourd'hui, très honnêtement, le système UEFA, la réforme proposée par Séphérine, qui en plus, très honnêtement, quand on parle de système mafieux, l'UEFA aujourd'hui, ce qu'ils ont fait au club italien de la Juventus, en les menaçant d'exclusion de Coupe d'Europe s'ils ne renonçaient pas au projet Super League, les menaces également exercées contre le FC Barcelone pour les mêmes raisons. On n'est pas dans quelque chose de très très sain. Et aujourd'hui, l'UEFA va continuer avec ses clubs qui vont largement dominer la Ligue des Champions. C'est pas très bon pour le foot. Et notamment le foot français, qui est toujours le même club, ou qu'il y ait les 4 ou 5 mêmes clubs qui toujours se battent pour le titre de champion de France. Et toujours les mêmes qui se battent pour ne pas descendre. La Champions League, celle qu'on regarde tous les mardis et mercredis à la télé, c'est une Super League qui dit pas son nom. Mais exactement. On nous vend des surprises, il y en a de temps en temps. Mais on sait très bien on sait très bien qu'il y a un ticket d'entrée pour jouer les huitièmes de finale qui est à 200-250 millions de budget. Que les équipes qui atteignent les quarts de finale, on passe à 300-350. Et c'est pas parce que il y a de temps en temps une surprise, comme en 2020, l'Atalanta Bergame qui est allé un peu plus loin, ou l'année d'avant, l'Ajax Amsterdam qui est allé un peu plus loin. Ces exceptions ne confirment pas la règle qui veut que ce sont toujours les clubs les plus riches qui vont loin en Ligue des Champions. Merci d'être venu nous voir, Daniel Riolo, avec Abdelkrim Branin, KO Football Club à lire, évidemment, chez Hugo Sport. Histoire secrète du foot français, c'est rempli d'anecdotes et c'est un vrai travail journalistique. Merci. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Merci, à bientôt Daniel. Il est 12h27, André Bercon.